Cher maître, honorable assistance, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, par continuité à la communication du professeur Leclos, on va voir aujourd'hui cognition et diabète. Donc, quel est le rôle du neuropsychologue? Quels sont les objectifs et la nature du bilan neuropsychologique choisi chez un patient diabétique? Donc, par résumé, on peut dire que le diabète est associé à une diminution des performances cognitives, touchant préférentiellement la mémoire, les fonctions exécutives, la vitesse d'exécution d'une tâche. Donc, la majorité des études ont validé que le diabète augmente de 1,5 à 2 fois le risque de maladie d'Alzheimer et double le risque de démence vasculaire. On va d'abord essayer de voir c'est quoi les fonctions cognitives. Donc, c'est des capacités dans notre cerveau qui nous permettent notamment de communiquer, de percevoir notre environnement, de nous concentrer, de nous souvenir d'un événement et d'accumuler des connaissances. Donc, vous avez devant vous la localisation des différentes fonctions cognitives. On va commencer d'abord par notre lobe frontal qui gère les capacités attentionnelles. On sait que chaque information, la porte d'entrée est les capacités attentionnelles. Donc, on doit vraiment s'assurer que ce patient ne présente pas un déficit de l'attention et ses capacités attentionnelles assurent le traitement de l'information. Vous avez les fonctions exécutives, donc dites fonctions de haut niveau, où on appelle carrément notre lobe frontal par le maestro de l'être humain. Donc c'est lui qui va nous permettre de prendre les décisions et c'est lui qui va nous permettre à exécuter et à être vraiment dans la bonne organisation. Et vous avez le langage oral. Vous avez par la suite les zones motrices. Vous avez aussi l'occipital où on trouve la perception et l'orientation. Et on a le lobe temporal, donc c'est le siège de notre mémoire épisodique, et aussi le langage écrit. Donc toutes ces fonctions vont nous permettre de bien s'organiser, de mener une vie plus ou moins adaptée. Le dysfonctionnement va causer de différentes manifestations et ce qu'on va essayer de voir. Donc d'abord on définit c'est quoi un syndrome démentiel. Donc c'est une détérioration des fonctions intellectuelles. Une ou deux fonctions suffisent pour dire qu'il y a associé bien sûr à l'imagerie, associé à l'histoire de la maladie, peuvent nous permettre de dire effectivement est-ce qu'on est devant un syndrome démentiel ou pas. Une altération des capacités d'adaptation, donc on commence à voir que le patient qui est devant nous ou la plainte de l'entourage va objectiver que réellement il n'arrive pas à gérer son quotidien comme d'habitude. Une modification de la personnalité dans certains types de démence où si la région frontale est touchée, on sait qu'il y a des manifestations, il y a des troubles de comportement qui vont s'installer. Vous avez une détérioration du contrôle émotionnel, toujours en rapport avec notre lobe frontal, et une démotivation. Il y a certains malades qui sont très conscients du changement, donc du coup, tellement ils n'acceptent pas ce changement, donc ils vont essayer de s'isoler, ils vont essayer de plonger carrément dans un état dépressif. Donc, le syndrome démentiel est en fait une entité extrêmement hétérogène sur les plans donc, du type du déficit neuropsychologique, de la topographie des lésions neurologiques, de l'étiologie, de l'âge d'apparition de la cinétique d'évolution, des symptômes non cognitifs neurologiques, affectifs et comportementaux susceptibles à les accompagner. Donc, on va essayer de voir les caractéristiques d'une maladie d'Alzheimer. Et on sait que si on suspecte une démence, on doit bien
confirmer déjà l'existence du démence. Et le plus important, c'est de savoir quel type de démence présente notre malade. Donc, dans la maladie d'Alzheimer, on trouve des troubles de la mémoire de travail. Je vais les citer parce qu'on va essayer de les détailler dans le bilan neuropsychologique. Donc, des troubles de la mémoire sémantique, troubles phasiques caractérisés par un manque d'humour ou des paraphasies, des troubles des fonctions exécutives, troubles praxiques gestuels, assimilation corps-objet, troubles gnosiques visuels, troubles des fonctions visio-spatiales et anosognosie. On n'est pas obligé et on ne pourra pas trouver tous les critères CT chez le patient. Surtout, ces critères, on va les voir avec l'évolution de la maladie. Donc, le premier critère qu'on doit vraiment s'assurer qu'il existe, c'est le trouble de la mémoire de travail, le trouble de la mémoire épisodique et bien sûr la présence d'un manque d'humour. Donc, c'est les premiers facteurs alarmants qui vont nous pousser de dire que probablement on est devant une démence. Pour la démence vasculaire, donc on trouve troubles importants des fonctions exécutives et attentionnelles qui sont sur le premier plan, donc chose qui va différencier la démence type Alzheimer de la démence vasculaire. On va trouver des troubles phasiques, mais qui ne sont pas type de manque d'humour, mais c'est des réductions du langage spontané, troubles d'accès au lexique. Donc le malade, il va pas présenter un manque d'humour, donc il va pas chercher ses mots pendant la discussion, mais il va mettre un peu de temps, plus de temps pour trouver le mot qu'un manque d'humour. Oui, il sera obligé de le remplacer par d'autres expressions. Donc, en plus, on trouve un ralentissement primaire des centres de traitement de l'information, absence de troubles sémantiques, praxis gestuelle, de troubles gnosie visuelle et des troubles des fonctions visio-spatiales. Donc, chose qu'on peut trouver dans la maladie d'Alzheimer, même dans le début, et on ne trouve pas dans la démence vasculaire. Donc, c'est quoi la neuropsychologie ? C'est une discipline qui va étudier la relation entre cerveau et cognition. Donc, elle a pour objet d'étudier des perturbations cognitives comme le langage, la mémoire, l'attention, émotionnelles, psychocomportementales, de même que les désordres de la personnalité apparaissant après des lésions cérébrales. Bien sûr, avec des techniques bien spécifiques. Chaque pathologie neurologique ou chaque retentissement a un bilan bien spécifique. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre le bilan neuropsychologique? Déjà, de définir le déficit cognitif des patients, qualifier les troubles cognitifs, profil d'atteinte amnésique, profil d'atteinte des fonctions exécutives, type d'aphasie, d'agnosie, quantifier les troubles cognitifs, comparaison des performances à une population de référence par des épreuves standardisées, formuler des hypothèses topiques d'atteinte cérébrale, frontale, pariétale, hippocampique, hémisphérique, droite, gauche et sous-corticale. Donc, le premier test qu'on doit vraiment le connaître, et il vous a expliqué le professeur Leclos tout à l'heure, donc c'est le MMSE, le Mini Mental State Examination. C'est un test qui va nous permettre de voir et de tester l'efficience globale de notre malade, donc qui est facile à pratiquer et qui est facile à interpréter parce qu'il est dans l'interprétation. Il faut prendre en considération le niveau socio-culturel de votre patient et essayer de le situer par rapport au sujet de son âge. Donc, qu'est-ce qu'il va vous permettre, le MMSE, de connaître chez votre patient? Donc, vous avez l'orientation dans le temps et dans l'espace. Donc, c'est des questions qui sont très simples. Vous demandez la date complète d'aujourd'hui. Si le patient échoue, vous avez des questions supplémentaires pour assurer. Vous avez l'orientation spatiale. Donc, toujours, c'est des questions par rapport à l'endroit où il se trouve. Vous avez
le rappel immédiat des 3 mots, donc il va vous permettre de tester la mémoire de travail. Il va vous permettre aussi de tester les capacités attentionnelles par une épreuve de calcul mental où le malade il sera obligé de soustraire 7 de 100 à chaque fois. Vous avez le rappel différé des 3 mots déjà administrés. Vous avez une rubrique langage pour tester tout ce qui est compréhension, lecture et écriture. Vous avez les praxis constructifs et au total, vous allez avoir un score sur 30. Donc, selon le score, de 0 à 3, on est devant un état très sévère, donc une efficience globale très sévère. De 3 à 9, sévère. De 10 à 15, modérément sévère. De 16 à 20, modéré. De 21 à 26, léger. Si vous êtes devant un patient qui présente probablement une maladie d'Alzheimer, donc le premier point que vous allez remarquer, déjà, probablement vous allez trouver une désorientation temporospatiale. Ça reste légère ou modérée selon le degré de l'atteinte. Vous allez voir, vous allez trouver aussi un déficit dans le rappel des 3 mots. Donc déjà administré, après une durée qui va dépasser les 2 minutes, là c'est un rappel dans notre mémoire épisodique et généralement la maladie d'Alzheimer, comme elle touche la mémoire épisodique, donc le malade il va échouer, il aura des difficultés à se rappeler. Tandis qu'un patient qui présente une démence vasculaire, il peut dans l'ensemble se rappeler de 2 mots sur 3. Donc, la récupération de l'information est différente au moment que le profil hippocampique qui caractérise la maladie d'Alzheimer, on ne le trouve pas dans la démence vasculaire. Donc, bon, c'est un peu flou, mais c'est juste le dessin que vous voyez en bas. Donc, c'est un dessin qui va nous permettre de voir l'apraxie constructive, donc la capacité de notre patient à exécuter une tâche. Vous pouvez le trouver perturbé d'emblée chez un patient qui présente une maladie d'Alzheimer, comme ça fait partie des caractéristiques de la maladie, mais un sujet qui présente une démence vasculaire va préserver son score, donc vous allez trouver un bon dessin avec un bon croisement. Aussi, vous avez le test des 10 images, donc c'est un test rapide qui va nous permettre de tester la mémoire de travail et de tester la mémoire épisodique. Donc, vous avez 2 images devant vous. La première administrée avec des apprentissages à 3 reprises et la deuxième, c'est une épreuve de reconnaissance. Donc, un malade qui présente une maladie d'Alzheimer, même à l'épreuve de la reconnaissance, il va échouer au moment que la mémoire épisodique, elle est déficitaire. Un patient qui présente une démence vasculaire peut avoir un score de 7 à 8 sur 10. Donc, chose qui signifie que la perturbation elle touche beaucoup plus tout ce qui est attentionnel et mémoire de travail, elle ne touche pas au même degré, au même niveau la mémoire épisodique. Rapidement, donc vous avez le test des 5 mots. Donc le test des images va nous permettre de tester la capacité à retenir tout ce qui est visuel. Les 5 mots vont tester la capacité à retenir tout ce qui est verbal. Donc il est obligé de lire et d'identifier les 5 mots. On fait une épreuve de rappel immédiat et une épreuve de rappel différée après 2 minutes. Éventuellement pour tester les capacités de la mémoire de travail et la mémoire épisodique. Vous avez le test de l'horloge qui va nous permettre de voir les capacités visio-spatiales. Donc, dans la maladie d'Alzheimer, le malade aura des difficultés à mettre les chiffres dans l'ordre correct de l'horloge et aussi de mettre les aiguilles en indiquant l'heure 10h10, mais un patient qui présente un vasculaire et qui est dans le début de l'atteinte peut exécuter l'horloge dans le plus normalement possible.
Vous avez la bref, donc c'est toute une batterie rapide qui va nous permettre de situer notre malade par rapport aux capacités exécutives. Donc tout ce qui est prise de décision, flexibilité mentale et la capacité de notre malade à bien contrôler ses gestes. Vous avez la DO10, donc la capacité de le malade de dénommer les 10 images montrées pour voir est-ce qu'on est devant un manque d'humour ou pas. Et vous avez les capacités praxiques, donc c'est la capacité d'exécution du geste. Concluez. Voilà. Merci.